Bonjour à tous et merci d'être là. Donc je m'appelle Céline Pelcé, et, je suis artiste et designer culinaire et j'utilise donc la nourriture et tout autant que l'acte de manger pour interroger la relation qu'on entretient au temps, au territoire et à leur métamorphose. Et je crée des formats performatifs et participatifs où manger et l'acte de dégustation en fait permet de raconter ces histoires et pour celui qui participe de les ingérer et du coup de faire corps avec. C'est des formats assez multiples que je vais vous montrer dans le diaporama et quasiment pour la totalité des travaux que je fais en collaboration avec d'autres designers ou artisans ou artistes ou chefs de cuisine aussi. Ce format que vous voyez et qui s'apparente à un pique-nique et qui est en finalité probablement un pique-nique, c'est un de mes derniers projets. Mais avant, je vais vous parler rapidement de mon parcours pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à organiser un pique-nique souterrain le 25 novembre dernier. Donc ça a commencé par ça. Parce qu'en réalité, moi, j'étais architecte d'intérieur et quand j'étudiais l'architecture, je travaillais sur AutoCAD. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent aussi là-dessus. Donc je passais ma vie en axe X et Y et j'en avais un petit peu marre. Et donc j'ai commencé à utiliser AutoCAD et un peu le démystifier en travaillant sur des dessins très organiques de nourriture. Et finalement, au lieu de dessiner des constructions, de dessiner plutôt des déconstructions. Donc ça, c'est la ruine d'un millefeuille en 12 étapes, qui est très passionnante à regarder et très chaotique. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça m'intéressait plus de travailler sur des choses qui disparaissent plutôt que des choses qu'on construit. Donc après ça, je me suis un peu lancée dans le culinaire avec cette vision de l'architecture, donc en travaillant beaucoup sur la forme et sur la plasticité des matériaux culinaires. Donc ici, par exemple, c'était des brioches qui ont poussé dans des caillebotis urbains pour évoquer une forme de friche comestible. Et ça, c'est des vitraux en caramel que j'avais réalisés avec un designer qui travaillait en marqueterie à l'époque et un pâtissier. Et on avait créé ces sculptures qui s'étaient fait démolir pendant une exposition à Paris Food Art Week en 2016, je pense. Et depuis, je me suis un peu éloignée de ça. J'ai plutôt commencé à regarder en fait ce que les aliments en eux-mêmes racontaient du système actuel, système alimentaire et système politique, et beaucoup aussi avec leurs histoires poétiques et symboliques, parfois mythologiques. Et aujourd'hui, au final, je me concentre principalement sur le rapport au corps dans l'acte de dégustation. Au rituel aussi beaucoup et au paysage. Donc voilà, donc je vais vous présenter un peu quelques projets qui sont pas dans un ordre vraiment chronologique. Donc ce fameux pique-nique en réalité s'est réalisé donc il y a 2 mois lorsque j'étais en résidence à Kyoto au Japon où je suis restée presque 5 mois. Je suis fraîchement revenue. Et là-bas, j'ai pas mal travaillé justement sur l'élasticité du repas dans le temps et dans l'espace en cherchant un peu à décloisonner le repas d'un moment qui est uniquement concentré sur l'humain et uniquement concentré sur un petit moment. Donc j'ai fait ça avec une artiste laqueuse qui s'appelle Flore Falcinelli et un cuisinier, Masahiro Tainaka. Et on s'est lancé dans la rédaction d'un petit manifeste dont je vais vous lire l'introduction. Nous constatons que dans l'organisation d'un repas, la figure de l'invité est exclusivement pensée comme humaine. Nous pensons qu'un repas gagnerait à être inclusif envers le non-humain, car la vie serait d'un ennui sans nom si nous étions condamnés à ne manger qu'entre nous. Aussi et trop souvent, l'invité est uniquement réduit à sa qualité de mangeur,
Mais nous pensons qu'il ne serait que justice envers le non-humain d'accompagner l'acte de manger par des gestes paysagers, car le mangeur est aussi jardinier. Nous ferons notre possible pour signaler que les éléments météorologiques, géographiques et temporels expriment la poésie d'un lieu et qu'à ce titre, comme ceux qui cuisinent, ceux qui mangent et ceux qui seront mangés, ils participent activement à l'élaboration du repas et sa narration. C'est dans cette dynamique de déconstruction et de déploiement que nous mettons en œuvre la forme de repas que nous qualifions d'anthropo décentré, dans une lutte pour l'enrichissement des imaginaires, des corps et des sentiments. Bon, je pense qu'on s'était un peu influencé par les prochaines élections, mais en tout cas, on est parti sur un repas on a mis la table un mois avant le repas, en réalité, en enterrant la vaisselle, qui était une évocation de la technique de la laque, donc qui est une technique faite à partir de la sève d'un arbre. Et on a évoqué l'arbre tout au long du repas, donc c'est-à-dire à la fois dans les objets qui étaient enterrés et qui se sont vus pendant un mois être finalement leur design s'est fait achever par les éléments météorologiques, le sol, etc. Et également dans le menu qui s'est décliné comme une descente de sève qu'on voulait faire expérimenter aux mangeurs, donc c'est-à-dire nous-mêmes observer peut-être une descente de sève avant l'hiver pour se préparer à la saison, donc un menu qui partait du fruit et en passant par la fleur, les feuilles, les branches, etc. jusqu'à la racine. Et à chaque étape du repas, le mangeur était invité à creuser dans le sol pour découvrir l'élément de vaisselle suivant. Donc ça a donné aussi des surprises. Il y a des vaisselles qui étaient extrêmement moisies et d'ailleurs qu'on trouvait assez belles, donc on a décidé de les laisser à la moisissure et de manger dans nos mains à ce moment-là. Enfin voilà, on a un peu adapté le repas en fonction de ça, puisque le but c'était aussi de décentrer nos attentes d'un repas et de nous en tant qu'humains s'adapter à des paramètres que nous ne contrôlons pas. Voilà, à droite, on avait servi une pièce sucrée sur une branche. Et à gauche, c'est un petit récipient en cire de l'arbre à laque, en fait, et de la famille du sumac. Et on a découvert que le sumac produisait de la cire, donc on a fait un petit bol en cire de sumac, dans lequel on a servi une petite gelée de châtaigne, avec une infusion de peau de châtaigne, ce que je vous invite largement à faire. Mon travail, c'est aussi d'aller faire les courses. Donc, selon les projets, parce que j'interviens aussi dans les milieux éducatifs ou sociaux, et ici, c'est avec une association dans laquelle j'ai intervenu pendant 2 ans avec une designer graphique. On emmenait des personnes au marché. Donc, c'était une pension de famille donc, dans laquelle vivaient des personnes qui étaient sorties de la rue depuis plusieurs années, mais qui vivaient de façon donc semi-autonome. Et on avait un projet d'alimentation en fait pour déjà avoir le plaisir de cuisiner ensemble et de manger ensemble et si possible aussi de gagner en réflexe sur quoi acheter, à quel moment dans les saisons, etc., où se fournir et comment cuisiner ces aliments. Donc salade de fruits d'hiver. Oh là là, elle est belle. Mais la Fida, On en mangera. Bah on en a mangé. Comme ça. Ça vous donne plein d'idées. Ouais. Qu'est-ce qu'elle était bonne la soupe. Elle était bonne la soupe. Ça aussi, hein. Ah, sérieux. Ouais. Ça, on peut le faire en apéritif. Alors, là. vous sentez de réessayer? Ah ouais. Je suis sûre que vous Je pouvez. suis partant là. Hein. Ouais. À 200%. Ah bah super. Eh ben, c'est bien. Vous préparez tout ça, on vous prêtera le mixeur et hop, une semaine Ouais. dessous. Donc voilà, ce projet, à la base, était vraiment dans l'objectif d'apprendre à ces personnes à cuisiner avec plaisir pour soi-même, ce qui est très compliqué. Je pense que vous l'avez tous expérimenté quand on cuisine tout seul, enfin quand on mange tout seul, c'est compliqué de se motiver. Et au final, en réalité, c'est vrai que ça a été surtout le plaisir de se retrouver avec eux une fois par mois et de manger ensemble. Et ça s'est transformé surtout en une belle relation. Et puis certains ont refait des recettes. Enfin voilà, c'était. Mais voilà, juste pour dire que finalement mes projets commencent largement aussi à la source et en fait, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on est très déconnecté aujourd'hui de ces informations-là. Il y a beaucoup de
Voilà, moi je bosse à plein temps là-dessus, donc je suis intéressée par ce que je mange, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas le temps ou l'intérêt, etc. Et donc j'ai l'impression qu'il y a aussi une grosse partie du challenge qui se trouve là. Si on retourne en galerie, c'est un projet ici que j'ai fait avec l'artiste Stephen Calmette au Paris Art Lab, qui est un centre d'art dans le 12e arrondissement. Et on a travaillé sur un projet sur la notion de propriété. On s'est basé sur un mythe, le mythe d'Éryxython, qui fait partie du cycle de Déméter dans la mythologie grecque. Et en fait, Éryxython avait besoin de bois pour chez lui, et il est parti dans la forêt pour couper des arbres, et on l'avait prévenu de, évidemment, pas couper le chêne de Déméter, ce qu'il n'a pas pu s'empêcher de faire, parce que le chêne était vraiment très grand et très beau. Et Déméter l'a puni en le condamnant à avoir faim toute sa vie, jusqu'à la fin de ses jours, voire plus. Et si jamais il mangeait pour calmer cette faim, il aurait encore plus faim. Donc on a organisé une espèce de repas dans lequel à chaque étape en fait, du repas, on demandait aux invités de faire un effort avec son corps pour... la question c'est jusqu'à où tu es prêt d'aller pour avoir la nourriture que tu estimes être la tienne. Donc par exemple le premier plat, la surface était recouverte de cacao qu'il fallait gratter avec ses ongles, ce qui faisait assez mal d'ailleurs, je me suis rendu compte sur le coup. Et déplanter des plantes, avoir des gestes en fait assez primitifs aussi de raclage, de creuser, d'aspirer, etc. Suite à quoi on a fait flamber des couteaux au mescal pour créer un petit lac de cocktail. Donc ça c'était avant le Covid évidemment. Des fois je me demande si c'est pas nous qui l'avons créé d'ailleurs. Mais donc le but c'était de demander aux invités de se défaire de leur code habituel et d'observer des gestes très intuitifs pour attraper leur nourriture. Donc voilà, ça finissait, tout était servi sur la même table, donc tout finissait aussi par s'accumuler dans une forme de chaos. Et tous les outils évoquaient aussi la main. Donc là, c'était des outils qui étaient moulés sur mes propres mains, mais on avait aussi des outils en forme de main, etc. C'était tout autour de la main comme outil. Un projet que j'ai fait avec le LABA, qui est une cellule de design qui s'occupe d'étudier l'hospitalité dans les milieux hospitaliers, puisque c'est leur nom. Et en l'occurrence, ici, en hôpital psychiatrique, donc il m'avait invité à réfléchir à un moment de... Il y a un repas dans la semaine, en fait, en hôpital psychiatrique qui n'est pas médicalisé. Et c'est une forme de goûter qui se passe en général le dimanche après, mais en tout cas à Bichat. Et ce goûter, du coup, est à la charge des soignants qui est un peu démunis face... à ce qu'ils pouvaient faire un peu de peut-être déjà un peu plus diététique et puis aussi un peu plus adapté aux formes d'appétit qui sont un peu déséquilibrées par la prise de médicaments, etc. Et dans l'espace aussi qui n'était pas très bien géré à l'époque. Donc ils m'avaient demandé de réfléchir avec eux en fait à comment améliorer peut-être ce moment et donc ça a été une forme de workshop que j'ai fait avec les soignants sur la cuisine. Déjà, eux, leur rapport à la cuisine, parce qu'en créant un goûter pour les patients, ils devenaient des hôtes. Donc c'est un geste aussi très positif en réalité qui se passait. Donc on a essayé de réfléchir à ce qui leur faisait plaisir à eux. Et puis, il y avait une diététicienne aussi dans le lot. C'était un peu un mix de choses, ce projet. Et surtout, on avait envie que ce soit festif, que ce soit un moment festif pour que les gens se retrouvent, puisque évidemment, c'est des séjours qui sont très compliqués. Donc, pour une fois aussi, on avait le droit de leur faire manger avec les mains, ce qui est d'habitude interdit dans les autres repas de la semaine, où ils essayent d'avoir des codes très stricts sur comment on se tient à table. Et du coup, pour une fois, en fait, d'avoir le plaisir de toucher déjà sa nourriture, d'avoir un contact sensoriel avec, ce qui a permis des super belles réactions aussi des patients qui ont trouvé que ça ressemblait un peu à une fête d'anniversaire ou voilà, quelque chose où ils auraient été des invités, en fait.
ce qui est aussi un autre statut que ce qu'ils ont d'habitude à la cantine, je pense. Donc ça, c'était un projet pilote, une étude qui a été menée par le LABA, et malheureusement, ils n'ont pas obtenu le budget qu'ils espéraient pour continuer ce travail et le développer. Donc pour l'instant, c'est resté au niveau de projet pilote, ce que je regrette un peu. Mais bon, en tout cas, on a eu des nouvelles des soignants qui continuent un peu à faire certaines recettes, donc c'est chouette de le savoir. Un projet de randonnée. Donc ça, mes derniers projets se passent de plus en plus à l'extérieur. Je ne peux pas dire que la pandémie soit pour rien. Mais en réalité, j'aime beaucoup amener les personnes à l'extérieur aussi pour qu'au lieu de d'habitude ramener les choses de dehors sur une table, on déplace nos corps vers ce qui devient une table et qui est juste le paysage en fait tel qu'il est. Donc adapter aussi nos mouvements et nos postures et nos gestes à une topographie qui est là comme ça. Donc ça c'était aussi au Japon, et j'ai créé une espèce de trilogie de randonnée qui observait tout le temps le même itinéraire qui était juste derrière le lieu de résidence, et avec une collaboratrice japonaise qui avait donc pas du tout la même vision du paysage que moi. On a mené des groupes de marcheurs, des petits groupes, pour créer des espèces de randonnées sensorielles, donc sur différentes thématiques. Donc en l'occurrence, la première randonnée, c'était sur, le lieu s'appelait Higashiyama, la montagne de Higashi. Higashiyama Fontainebleau, c'était notre première randonnée parce qu'on trouvait que le lieu ressemblait vachement à Fontainebleau sur certains endroits, donc on avait envie de créer un parallèle entre ces deux lieux parce qu'on venait d'arriver en résidence, etc. La deuxième randonnée était sur les absences de ce paysage dans lequel moi j'étais arrivée en cherchant des plantes à reconnaître, donc en me disant cet arbre je le connais, ces fougères je les reconnais, je reconnais l'armoise, donc j'étais super contente. Mais en réalité, quand j'ai invité Misa, qui était ma collaboratrice, elle m'a dit « Mais tu vois, là, il y a le chaos qui est arrivé, là, il y a un grand vide. Dans cette forêt, il y a plein de plantes qui disparaissent parce qu'il y a de l'ombre qui est créée par ces arbres qui sont trop plantés, qui pour moi étaient les arbres que je cherchais, quoi. » Donc on a créé une randonnée en racontant un peu ce paradoxe entre les espèces dominantes et dominées. Et on a créé des recettes qui contenaient ces deux plantes à chaque fois. Qui racontait en fait cette réalité impossible qui était en train de se passer dans la forêt. Et puis la troisième randonnée, c'était sur la relation entre la mer et la montagne, qui est très puissante aussi au Japon, qui sont vraiment deux univers qui sont les deux revers d'une même médaille. Donc on a travaillé sur donc Misa venait d'une ville de la mer, et moi j'étais restée dans cette résidence dans la montagne. Et on a fait finalement une randonnée un peu sur les origines de ces montagnes, puisque les montagnes sont, avant d'être montagnes, des terres qui sont sous l'eau, comme nous qui étions aussi des êtres aquatiques avant de devenir des mammifères. Et du coup, on a essayé d'évoquer tout ça dans une randonnée en amenant des pots de terre qu'on avait fabriqués dans la ville maritime, qu'on a rempli pendant la randonnée de plantes de la montagne pour qu'ils soient de nouveau remis en feu, etc. Donc on a essayé de créer des allers-retours un peu permanents entre ces deux thèmes-là, en lisant des textes aussi sur l'origine des objets, et notamment la théorie de la fiction panier de Ursula Le Guin, qui propose le contenant comme étant l'objet originel en fait, de l'humain. Donc voilà, c'est ces pots qu'on voit ici, qui sont devenus tour à tour dans la randonnée, d'abord un luminaire, puis une tasse pour le thé, et enfin un vase pour ces plantes. Donc voilà, on a déplacé nos objets dans la montagne, et puis on a créé tous ces moments-là in situ. Ça, c'est
une installation que j'ai réalisée dans une obsession d'incurgiter des images. Et ici, en l'occurrence, le Soleil. Donc, c'est la révolution du Soleil qui a été filmée par la NASA. Et c'était un dîner autour du Soleil, un dîner surréaliste que j'ai réalisé pour une marque de mode. Et donc, voilà. Dans ce bac était un cocktail. Il est bleu parce qu'il y a le thé de pois bleu qui était dans le fond. Et donc, les invités étaient invités à mettre ce thé dans un petit fond d'absinthe. Ça finissait par changer de couleur. Voilà, c'était un peu l'idée de faire corps avec l'astre nous-mêmes. À chaque fois, cette idée d'ingestion qui est un peu, pour moi, le moment de devenir nous-mêmes autre chose, en fait, de se transcender dans ce qu'on est en train d'ingérer. Donc ici, peut-être le soleil, parfois des roches, parfois des plantes. Et ça, c'est je crois que c'est le dernier projet que je montre. C'est un projet que j'ai commencé l'été dernier en Suisse. Donc en fait, ça fait 2 ans en réalité que j'ai plus d'atelier, que je suis nomade. C'est pour ça que je cite plusieurs endroits, mais je bosse beaucoup en contexte en fait de plus en plus parce que j'aime bien arriver dans des endroits que je ne connais pas et dans lesquels on me raconte des histoires. Et je suis contente de ne pas avoir une vue trop objective ou trop de connaissances en fait sur un lieu, parce que je trouve ça intéressant d'avoir juste les mots que d'autres auront mis, ou alors un regard naïf aussi sur un lieu. Donc là, c'était dans les Alpes suisses, et en fait, on m'a présenté la fontaine du village comme étant le point peut-être qui a été le point d'origine de la construction du village, et à quel point une fontaine, tout tourne autour de ça, puisque l'idée est de faire arriver l'eau jusqu'aux habitants. Et je trouvais ça rigolo en fait de partir de la fontaine et de remonter l'eau jusqu'aux sources. Donc, et peut-être de raconter le périple de cette eau pour qu'elle arrive jusqu'à la fontaine. Donc j'ai remonté la source et j'ai observé par quel milieu de plantes passait l'eau pour en créer des boissons qui retraçaient le parcours de l'eau, que j'ai servi à la fontaine du village, et je me suis servi aussi du mouvement de l'eau dans la fontaine pour faire flotter les verres jusqu'aux invités. Donc il y avait d'abord une infusion de mousse, comme on voit que la mousse c'était un peu toujours d'ailleurs au début de la source, puisque c'est un milieu aqueux. Ensuite, ça passait souvent dans un milieu forestier, donc il y avait un sirop de pin. Et aux abords du village, une plante qui pousse souvent près des chemins qui sont empruntés par l'humain, qui est l'armoise. Donc j'ai fait un cocktail d'armoise et d'absinthe. J'utilise beaucoup l'absinthe, mais ici c'était pas sous forme alcoolisée, c'était un hydrolat, parce que c'est une plante qui est très très parfumée, que je trouve vraiment avec une odeur délicieuse. Et donc voilà, l'idée c'était un peu de réactiver ce parcours de l'eau pour la ramener en nous, et se poser la question aussi finalement si la fontaine est une finalité, ou si en buvant à la fontaine on n'est pas juste une étape du process, mais peut-être que c'est pas nous la finalité de cette eau. Donc c'est un projet ça que je vais continuer l'été prochain pour travailler plutôt sur la partie performative, qui est un peu maintenant ma grande question, où le culinaire est important, mais en fait je me rends compte aussi à quel point la manière dont on transmet l'intention à travers nos gestes et à travers notre personne et à travers nos postures et l'espace sont extrêmement importantes, peuvent quasiment tout changer en réalité. Donc ça, c'est des choses que j'étudie maintenant, beaucoup aidées par l'étude de la cérémonie du thé japonaise, mais voilà. C'est pour ça aussi que je suis venue ici présenter ce workshop aux étudiants, pour les inviter à réfléchir en fait à une intention qu'on a envie de partager, et de manière finalement assez frugale, puisqu'il s'agit réellement de chorégraphier son intention et d'être dans cette présence. Voilà, c'est un challenge, et d'ailleurs je peux passer le mot que je trouve qu'ils s'en sortent très bien, parce que c'est quand même pas évident, et je sais que personne n'a fait de performance dans ce groupe, donc voilà, c'est très intéressant. Voilà la cérémonie du thé dont je parlais, donc une cérémonie en extérieur à gauche, et puis à droite un chapeau de moine zen pour marcher sans regarder à l'extérieur, mais juste en se concentrant sur ses pieds, ce qui est aussi très intéressant pour un peu plus faire attention à ce qui se passe autour avec les oreilles et les sensations. Voilà, merci. C'était tout.
Bonjour. Bonjour. Déjà, je voulais dire que j'avais beaucoup aimé la conférence. Quand tu as parlé à la fin de la fontaine, j'ai vraiment eu le goût des différentes boissons, l'odeur des éléments avec lesquels tu les as fait. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ensuite, Merci. je voulais te poser une question. Tu parles beaucoup de rapport à la nature dans tout ce que tu fais. Tu as eu des interventions aussi en milieu psychiatrique, ce sont des milieux quand même assez durs. Et je voulais savoir comment est-ce que toi, moralement, tu gérais le fait d'avoir travaillé par exemple avec des marques de luxe, des choses comme ça. Et est-ce que ça pouvait poser des soucis? Et comment est-ce que toi, tu faisais pour faire l'accord entre ces deux choses? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. En fait, il y a... Donc... Attends, comment je vais répondre à ça? Parce que c'est une vraie question, en effet. En réalité, ce travail, je le fais vraiment à plein temps depuis presque 5 ans. Avant, donc, je faisais de l'architecture. Et du coup, au début, j'ai un peu essayé... je savais pas vraiment ce que je voulais faire, je savais juste que je voulais travailler avec le culinaire. Donc, j'ai essayé un peu tout azimut, plein de formats, donc notamment aussi des formats d'événementiel avec des marques qui sont pas toujours des marques de luxe. En réalité, c'était pas trop mon réseau. Mais par exemple, la marque de mode que je citais, c'est une petite marque de créateurs avec qui j'étais aux Ateliers de Paris, d'ailleurs, Mazarine. Mais en effet, ça m'est arrivé d'être dans des événements donc, en fait, ces événements, à l'époque, ce qui m'arrangeait, c'est que ça me payait. Et il y a eu un moment où j'étais au tournant de me dire qu'est-ce qu'il faut que je développe, parce qu'à côté de ça, je développais ce qu'on appelle une pratique avec ces recherches-là que je faisais plutôt en résidence et qui faisaient résonner des choses pour moi qui me mettent un peu le feu aux tripes, quoi. Et en fait, un peu naturellement, les événements se sont un peu éteints, même je dirais avant la pandémie, parce que je crois qu'en fait c'est moins mon caractère de... J'ai pas monté un business, quoi. Et du coup, la pandémie a aussi un peu achevé ça, évidemment, parce qu'il y a eu plus du tout d'événements, donc ça m'a un peu demandé de me concentrer sur... même en temps de pandémie, et quand il n'y a plus d'événements, et quand on ne peut plus se retrouver ensemble pour manger, qu'est-ce qui, moi, me maintient animée, quoi? Qu'est-ce qui me fait voir aussi des perspectives possibles dans la société qui est là en train de se transformer un peu fortement et de manière très... qui fait un peu peur à certains niveaux. Et enfin, en tout cas, à moi. Et donc ça, c'est des sujets, ces sujets de l'extérieur, de la nature et de choses qui me paraissent un peu souterraines et peut-être à faire remonter à la surface. En effet, c'est des choses qui me laissent, qui me donnent de l'oxygène, quoi. Du coup, les marques de luxe, je les ai plus trop dans mon radar parce que je suis plus à Paris, déjà. Paris, c'était là où j'avais ce travail-là, et en fait, j'en suis partie, et maintenant, je navigue un peu, au gré des résidences. Donc, depuis 2 ans, en fait, on parlait de modèle économique tout à l'heure. Aujourd'hui, je vis surtout avec les bourses de résidence et les bourses de recherche. Et après, c'est tout. Et c'est vrai que donc les résidences, il y en a qui sont plus ou moins payantes d'ailleurs, et notamment celles qui se passent en milieu scolaire sont plutôt bien rémunérées. Donc j'essaye un peu d'équilibrer les choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui étaient pas? Moi, je voudrais bien revenir en fait sur l'une des présentations que vous avez eues sur le thé bleu. Et, Ouais. comment vous avez projeté en fait Donc, alors en fait, oui, sur le dispositif, c'est ça? Oui, c'était savoir en fait comment vous aviez eu, pourquoi cette idée. Ouais. Et en même temps, de quelle façon en fait vous avez pu avoir la projection sur le mur?
Alors, techniquement, en fait, ce qui est pas sur la photo, ce qui est un peu hors champ là, c'est un petit meuble que j'ai monté avec une étagère à 45 degrés. Donc, il y a un projecteur qui fait ça, en fait. Donc, le projecteur projette sur le liquide qui se reflète sur le mur. Et l'idée, comme je disais, je sais pas, j'étais un peu... en fait, je trouve qu'il y a tellement de choses à manger dans la vie que j'aimais trop l'idée de manger une image. Et en fait, non, l'origine de ça, c'était un peu cette réflexion. Je sais pas si ça vous fait ça devant un super beau paysage où tu vois un coucher de soleil. T'as une impression tellement ultime que t'as envie de l'englober en toi, quoi. Moi, c'est un peu ça que ça me fait. Je me dis, j'ai envie de le garder en moi, c'est trop beau, quoi. Et donc, c'était un peu l'envie d'engloutir un paysage, une image, etc. Donc, la première fois que j'ai fait cette installation, en réalité, c'était pas avec la vidéo du soleil, c'était avec une vidéo que j'avais prise dans un train au Japon où le paysage défilait et en plus dans le train, quoi, on a l'impression que d'un coup, on pénètre ce paysage un peu à fond et on en fait partie, en fait. Donc c'était un peu ce fantasme d'ingérer une image, ce que j'ai aussi fait en travaillant beaucoup avec de la nourriture posée tout simplement sur des miroirs, où au moment où tu manges ce qu'il y a sur le miroir, du coup tu soustrais aussi le reflet. Voilà, c'était un peu cette idée-là. Et du coup, ça a été une performance ou pas? C'est plus une installation participative, je dirais. Donc la première fois, c'était dans une galerie et puis les gens pouvaient juste se servir, c'était du thé. Et ça, du coup, je l'ai resservi dans ce dîner surréaliste comme cocktail introductif. Et après, tout le dîner était sur le thème du soleil, dans tout ce qu'il a de positif et de négatif quand il brûle trop. Donc, il y a eu beaucoup de flambage, beaucoup de charbon. Voilà, c'était un peu l'idée de vie et de mort qui est souvent évoquée dans les œuvres surréalistes. Et parfois, voilà, c'était ça. Ouais. Merci. De rien. Y a-t-il encore des questions? Non? Ah si. Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà pour la conférence, c'était vraiment hyper agréable à écouter et hyper inspirant. Merci. Je me demandais si les différents chefs avec qui tu travaillais ou les gens que tu as rencontrés au Japon, est-ce que c'est toi qui les as contactés? Est-ce que c'est des gens qui faisaient partie de l'organisation de la résidence? Ou comment ce contact-là, il s'est fait? Donc, les deux que j'ai cités, c'est des gens que j'avais déjà rencontrés. En fait, moi, je suis partie au Japon la première fois dans un programme entre Kyoto et Paris, organisé par les Ateliers de Paris, donc dans lequel j'étais résidente. Et donc, en allant là-bas, de contact en contact, quelqu'un m'a dit « Ah, mais je connais lui, en fait, il est devenu chef, je te le présente si tu veux. » Et voilà, et en fait, le chef, je suis allée bosser chez lui il y a 3 ans. Bosser. On s'est rencontrés chez lui, on a un peu cuisiné ensemble, on a pris ce contact-là et on a super apprécié. Et du coup, cette année, quand je suis revenue, je l'ai recontacté et je dois dire que c'est quand même des relations assez fidèles, quoi. C'est super agréable. L'autre fille, en réalité, je viens de me rappeler comment je l'ai rencontrée, c'est vraiment random. C'est genre, j'avais besoin à Paris de faire un événement aussi sur le thème du Japon. Enfin, besoin, c'est moi qui avais décidé que c'était sur le thème du Japon, mais je cherchais un chef japonais. Donc, je suis allée dans un resto que j'aimais beaucoup. Je leur ai dit, est-ce que vous voulez bosser avec moi? Ils m'ont dit non. Mais on peut peut-être te présenter quelqu'un parce qu'en ce moment il y a un événement et puis d'événement en événement on m'a présenté une femme qui a aujourd'hui 80 ans avec qui je bosse toujours, qui est au Japon aussi. Cette femme était assistée par Misa et donc tu vois c'est vraiment moi, les gens avec qui je travaille c'est des rencontres que comme ça quoi, hyper organiques qui sont d'abord un bon feeling et Misa en fait à l'époque elle était phytothérapeute puis on n'avait pas spécialement propension à bosser ensemble. Mais du coup, c'était super cool de le faire. Et après, par exemple, la cérémonie du thé, donc la résidence que j'ai faite, ça s'appelle la Villa Kujoyama. Et c'est une institution qui fait des résidences maintenant depuis 30 ans. Donc, ils ont
un carnet d'adresses de professionnels et, selon ce que tu cherches. Ils n'ont pas tout non plus, mais en l'occurrence, ils étaient là, on te présente un maître de thé et si ça match, ce que je voulais apprendre en fait. Et donc je suis devenue son étudiante. Et ensuite, on a même fait une petite collab très sympa. Et voilà. Mais globalement, mon conseil, c'est de ne pas hésiter à contacter les gens de manière super simple. Parce que au pire, s'ils veulent pas, ils vous répondent pas la plupart du temps, ou ils vous le disent juste simplement et il y a rien de grave quoi. Mais en tout cas, moi, ça fait 5 ans que je fais que des rencontres, mais des fois, c'est même dans des cafés, quoi. C'est n'importe quoi. Mais en tout cas, souvent, c'est du coup, parce que pour moi, la collaboration, au-delà d'une collaboration, c'est une vraie relation, quoi. C'est des sujets qui sont trop importants pour les traiter juste comme une production, en fait. C'est surtout une rencontre et des choses qu'on veut porter ensemble. Donc, ça demande beaucoup de temps de dialogue, de discussion, de rencontres, vraiment, entre nous. Voilà. Merci. Avec plaisir. Concernant les vitraux en sucre, ouais. T'es dans la technique, toi. C'est partie un peu de mon travail actuellement. Donc, parce que moi, je rencontre pas mal de difficultés justement à travailler le sucre. Et du coup, pour vous, en fait, quelles ont été vos contraintes et comment vous avez pu le mettre en place tout en sachant que le sucre aussi, il y a un certain degré pour que ça puisse rester solide. Est-ce que ça a été cuit? Est-ce que... J'ai plein de questions. Oui, alors c'est le projet le plus technique que j'ai fait de ma vie. Je préfère le dire. Et ça a été une horrible galère jusqu'à ce que je travaille avec un pâtissier, en fait, qui m'a largement réglé le problème. Parce que c'est très technique, donc soit tu as envie de t'y coller parce que tu sens que c'est à ça que tu vas t'attacher pendant longtemps, mais c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de précision. Mais ça a été... en fait, ce projet, c'est le genre de projet, tu sais, qui est tellement physique qu'il y a une joie dans la douleur, quoi. C'était... je veux dire... On a produit ces 8 panneaux, mais dans un état de tension sportive assez impressionnante. Bon, les tests, c'était quelque chose déjà, mais une fois qu'on avait réglé le problème, en fait, à la base, on voulait faire de la marqueterie, où on assemblait les choses ensemble. On s'est rendu compte que ça allait être impossible. Donc, on a utilisé plus une technique en réalité de vitrail, où on a raclé le sucre, on a créé des moules quand même, pour faire un motif. Et on a travaillé en faisant un premier sucre, donc c'est du sucre cuit réellement parce qu'il était cuit à différents degrés, donc un d'abord plus clair qu'on raclait en premier, on démoulait et ensuite dans les creux on rajoutait un deuxième plus foncé et En fait c'est con, j'ai pas mis la vidéo mais on en a fait une performance aussi parce que c'était assez visuel, donc ça faisait des cascades quoi de sucre. Mais oui, très technique et sans le pâtissier, je sais pas comment on aurait fait. Enfin, moi, j'ai déjà pété un câble, quoi. Et après, je pense que ça dépend vachement des personnalités. Moi, encore une fois, je suis plus attachée en fait à ce qui va se transmettre au public. Donc, j'aime mieux être dans cette partie-là et dans un peu le scénario global. Mais c'est vrai que la facture de l'objet, je préfère le faire avec quelqu'un qui sait parce que déjà, comme ça, j'apprends et parce que je me considère pas comme artisan non plus. Enfin, j'ai pas cette propension-là. Donc, je te conseillerais de te renseigner auprès de... Après, ce qui est compliqué, enfin, quand je mentionne des chefs et des pâtissiers et tout ça, ça dépend... En fait, c'est compliqué de bosser avec ces professionnels parce qu'en général, ils sont dans des boutiques, dans des restos et tout ça. Et ça, c'est des économies de lieux. Ils peuvent pas, sur le côté, faire un truc de design culinaire pour le plaisir parce qu'ils ont juste pas le temps et ça les paye pas, quoi. Donc là, j'ai eu la chance, en fait, de trouver un pâtissier qui en avait marre de son travail chez Pierre Hermé et qui avait envie de se marrer un peu sur le côté. Donc, c'était un copain de copain, en fait. C'était une chance. Après, depuis qu'il est parti danser le swing en Suède, je n'ai plus travaillé avec le pâtissier. En plus, le sucre m'intéresse un peu moins maintenant, puisque ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi les ingrédients qui viennent un peu plus brutalement de l'agriculture ou
ou de choses comme ça. Et le sucre raffiné, en fait, je pense que je m'y recollerais si un jour il y a une raison pour laquelle j'utiliserais autant de sucre ou une dénonciation que j'aurais envie de faire ou quoi. Mais comme pour l'instant, je suis pas trop là-dedans, j'ai un peu arrêté. Alors, du coup, c'est du sucre de betterave ou de canne à sucre? C'était de la betterave. Ouais. Par paquet de 5 kilos, quoi. Ça, c'était des plaques de 15 kilos, hein, quand même. Enfin, c'était... Et Ouais. par rapport au lieu, c'était à quelle saison? Parce que du coup, par rapport à la conservation et à la tenue. Alors, en fait, c'était destiné à rester pour une expo de un week-end. Et c'était exposé dans un squat. Ça s'appelait le Frigan Pony à l'époque, ce squat, et c'était un squat de Frigan, donc de gens qui récupéraient des aliments invendus pour faire un resto à prix libre. Et donc c'était un festival en fait liant art et food qui se passait sur 3 jours. Donc on savait qu'en 3 jours, de toute façon, ça allait être... ça a été tout mangé en réalité, et c'était très sympa de regarder la réaction des gens parce qu'il y avait déjà les gens savaient pas tout de suite que c'était comestible, mais quand ils comprenaient en fait la plupart riaient, enfin tu sais un peu, je sais pas si c'était un rire de gêne ou de surprise ou de je vais retourner en enfance, enfin il y a même des gens qui ont collé leur langue directement dessus quoi. Bon ouais, donc voilà. Mais après, le spot qui était derrière le panneau à gauche, c'est un spot de chantier, ça a carrément créé un trou dans le panneau, quoi. C'était trop chaud. Mais bon, voilà, de toute façon, enfin, je veux dire, c'est des pièces qui sont destinées à disparaître. Donc, la conservation, c'est pas souvent le sujet, sauf si je travaille sur la fermentation. Voilà. Merci. Avec plaisir. Bon, je crois qu'on va peut-être libérer Céline quand même. Merci beaucoup pour ce Merci. très bon moment.